Bonjour. Eloquent en fait est éditeur de solutions de centres de contact et d'enquête de satisfaction client. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on existe et c'est vrai qu'on mise en fait sur le secteur haut de marché sur le B2B. Donc nos clientèles, ce sont vraiment les grandes entreprises, les grands comptes. Par exemple des clients comme Geodis, Enedis, plein d'entreprises en fait de différents secteurs. Et comme on travaille sur le grand compte, on doit avoir une relation client qui est vraiment personnalisée. On n'est pas là pour faire du mass mailing, on n'est pas là pour faire du one shot, puisqu'en fait les cycles de décision c'est entre 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc on est là pour créer du lien, créer du relationnel. Et donc nous, notre métier, c'est aider les clients à améliorer leurs conversations et leurs échanges et leurs interactions avec leurs clients. Et si possible, transformer ces interactions en valeur ajoutée via des outils d'analyse sémantique ou l'IA. Voilà. Donc ça, c'est notre métier à nous. Et mon métier, moi, chez Eloquent, donc j'en ai deux, c'est Product Manager sur la partie bot. Donc essayer de proposer des solutions d'automatisation, de self-care à nos clients, que ce soit du callbot, du chatbot, qui vont nous permettre d'avoir donc un gain de productivité sans nuire à l'expérience client. Le deuxième point que je fais, en fait, c'est bien sûr la génération de leads. Et c'est vrai que je contribue à l'utilisation de Pledzi, mais également de notre solution de CRM, qui sont deux outils essentiels pour nous pour communiquer auprès de nos clients. Selon vous, quel est le premier canal d'acquisition marketing pour générer des leads en 2024 ? Au niveau des canaux d'acquisition, on va vraiment distinguer les canaux physiques et les canaux digitaux. Au niveau des canaux physiques, nous on a comme ça quelques événements comme aujourd'hui le salon stratégie client qui est vraiment le premier pourvoyeur de leads qu'on a. Ce qui est intéressant également, c'est mesurer la conversion, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on génère beaucoup de leads qu'après derrière ça génère une bonne conversion. Par exemple, le salon, ça génère quelques centaines de leads, mais au niveau des projets, ça représente beaucoup parce que c'est des cibles très qualifiées. À l'inverse, on fait beaucoup de livres blancs qu'on utilise avec la solution de marketing automation Pledzi pour maturer les prospects. Donc on a des gens qui sont nombreux, mais qui ne sont pas qualifiés, qui mettent beaucoup de temps parce que c'est des étudiants, ce sont des gens qui sont en recherche d'informations. Et donc en fait, c'est certes un canal important, mais les leads qualifiés derrière ne sont pas vraiment au rendez-vous. A l'inverse, on a des canaux comme par exemple le social selling avec LinkedIn, où au contraire, on va vraiment cibler des opérations très précises sur des personas qui sont directeurs relations clients, directeurs expérience client, et on va vraiment travailler avec eux pour créer du relationnel et surtout événementialiser. Parce que c'est vrai que c'est bien de créer du contenu, mais il faut événementialiser. Par exemple, imaginons que je fasse un salon, je fasse un emailing, je fasse du SEO, de la publicité ou n'importe quoi. Je vais récupérer des coordonnées, mais forcément les gens ne vont pas acheter tout de suite ou avoir des décisions d'achat. Donc nous on événementialise soit au travers d'un webinaire, soit au travers d'une étude, ou au contraire, comme ici aujourd'hui, on utilise le online, c'est-à-dire LinkedIn, pour inviter les gens à venir ici nous rejoindre. Et par exemple, le premier canal d'acquisition de personnes pour venir sur le salon ici, c'était LinkedIn. Le deuxième, c'était l'email. Après, on a d'autres canaux comme par exemple le SEO, etc. Et ce qui est assez intéressant et étonnant, c'est qu'en fait, LinkedIn est notre premier canal d'acquisition, mais grâce au profil personnel. En revanche, les publications LinkedIn, c'est le plus mauvais canal d'acquisition. Donc, moralité, il faut surtout travailler ses profils personnels, ses communications personnelles, et la page LinkedIn, sans surprise, c'est la moins performante. Du coup, parmi ces canaux, lequel nécessite le plus de budget ? Forcément, le canal qui nécessite le plus de budget, c'est le salon. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire un stand comme celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas si cher que ça. Pourquoi c'est pas si cher que ça ? Parce que nous, on se retrouve dans le B2B et un client, ça vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc il suffit qu'on ait 2 clients qui signent et forcément le salon sera rentabilisé. Et comme je le disais, les personnes qui viennent à un salon, généralement, c'est des personnes qui sont un peu plus décideuses que quelqu'un qui est sur LinkedIn ou quelqu'un qui télécharge un livre blanc, etc. Donc en fait, pour moi, le online et le offline sont tous les deux complémentaires. Mais tout cela doit être pensé dans une logique omnicanale. On ne peut plus se contenter uniquement d'envoyer un email avec une newsletter. D'ailleurs, la newsletter n'apporte quasiment aucune conversion. Ce qu'on voit bien, c'est les messages directs qui sont envoyés, thématiques dédiées. Et même si on peut aller plus loin, c'est envoyer l'email au nom d'un commercial. Nous, on voit ce qui marche le mieux. C'est pas la newsletter, c'est pas l'email dédié sur un événement, mais c'est l'email dédié au nom d'un commercial. Et bien sûr sur une thématique si possible très précise, sur la mutuelle assurance, des choses comme ça. Et là on est vraiment sur quelque chose qui convertit, c'est ça qui fonctionne le mieux. Selon vous, parmi ces canaux, lequel performe le plus en matière de leads qualifiés ? C'est vrai que je dirais pas qu'il y a un canal qui performe mieux que l'autre parce que les uns se complètent les uns les autres. Imaginons aujourd'hui, on va avoir par exemple 300 contacts. Généralement, c'est ce qu'on fait à peu près sur le salon, on va faire 300 contacts. Mais nous, on a des cycles de décision qui durent 2 ans, 3 ans. Et il y a des gens qui sont au début du cycle, des gens qui sont à la fin du cycle. Donc en fait,
la conversion en fait dépend véritablement de d'où on trouve dans la personne. Ce qu'on voit également, c'est que nous, on doit mesurer toujours l'origine de la piste par rapport à la campagne qui a déclenché la vente. Et c'est pour ça que dans notre CRM, on a toujours l'origine de la piste qui nous permet de savoir d'où on a eu la personne au global. Par exemple, ici, on aura fait 300 leads, mais avec un cycle de décision de 2 ans, et bien forcément, si on prenait uniquement la dernière campagne qui avait fonctionné, on se dirait « Ah tiens, c'est le webinaire, machin, qui a fonctionné ». Sauf qu'en fait, à l'origine, c'était ce salon-là et c'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, en fait, il faut penser origine de piste et canal de conversion parce que les deux sont complémentaires. Et on voit bien qu'une stratégie de social selling sert à créer du relationnel, créer du lien, mais c'est peut-être pas forcément ce qui va convertir, mais parfois c'est l'inverse. C'est un simple relationnel qu'on a créé via LinkedIn avec de la publication, avec de l'échange, des interactions, du commentaire, qui va permettre de créer du lien. Et la personne qui vient nous voir sur le salon dit « Hey, on se connaît, justement j'aurais un projet, tiens, parlez-moi de ceci, cela ». Et parfois aussi même des gens qui ne viennent pas sur un salon et qui nous disent est-ce qu'on peut quand même recevoir des slides, etc., etc. Et on reprogramme derrière des webinaires. Donc en fait, il faut vraiment avoir cette vision globale, pas uniquement penser en termes de quelle campagne génère quel leads, mais quelle campagne est à l'origine et quelle est l'animation, la séquence qui est faite. Et c'est vrai que nous, on profile comme ça dans notre CRM les profils A, B, C et D. Et en fait, les profils A, on sait que c'est des prospects vraiment très importants sur lesquels on doit faire une communication régulière. On doit mettre une pression particulière. Les B, on a moins de pression, moins de canal. Et les C, forcément, on va les traiter uniquement par de l'email classique. Et les D, hop, on les enlève parce que ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, cette partie conversion, elle est certes importante, mais ça dépend de l'animation qu'on en fait. Si je vous demande qui génère le plus de leads, vous me répondez quoi? Marketing ou sales? Typiquement, c'est forcément le marketing qui va générer le plus de leads parce qu'on génère plus de volume. Mais les campagnes qui sont faites aussi par les commerciaux sont assez efficaces. Un exemple, on travaille avec un outil qui s'appelle nomination.fr et c'est vrai que Nomination nous permet d'identifier les bonnes personnes. Et ça, c'est les commerciaux qui génèrent par eux-mêmes des opportunités. On a également un responsable partenariat qui va faire des soirées networking, qui va faire des événements, même on co-anime avec des cabinets. Par exemple, on a fait un webinaire co-animé avec une entreprise comme Effici qui fait du CRM, qui est complémentaire à nous. On va faire un webinaire avec TNP Consultant, on a fait un webinaire avec PwC. Ça, en fait, c'est du leads conjoint, puisqu'en fait, c'est à la fois le commercial, le responsable des partenariats et nous qui sommes chargés de faire ça. Donc en fait, je dirais que c'est pas le marketing qui génère plus de leads ou le commercial qui génère plus de leads, mais les deux qui travaillaient main dans la main pour générer un maximum de leads qualifiés. En 2 mots, pour vous, c'est quoi un contenu marketing? Alors ça, c'est une bonne question, puisqu'en fait, pour moi, il y a plusieurs types de contenus marketing. Il y a des contenus marketing qui sont faits véritablement pour créer de la notoriété, de la visibilité, avoir du lead. C'est ce que j'appelle, moi, le contenu d'approbation. Un exemple assez typique, moi, ça m'arrive de temps en temps de mettre en place en fait une petite animation, une petite animation que je fais avec Canva sur un chiffre clé d'une étude. Et c'est vrai qu'on voit parfois les gens approuvent en faisant un like ou un commentaire, tout simplement lorsque ils sont d'accord, par exemple sur un chiffre de NPS, sur la fidélisation. Donc on arrive à avoir 100, 200 likes ou sur une publication, quelques commentaires. Ça, c'est le contenu d'approbation qui est important pour sortir au-delà de son cercle d'influence. Il y a du contenu en fait que je qualifierais en fait d'évangélisation. Bon, là, on est là pour pousser la bonne parole. Par exemple, là, j'ai publié une vidéo sur la création de clones d'avatar en IA. Là, je crois qu'on était une 60aine de commentaires, likes, etc. etc. Et en fait, c'est une vidéo là qui est là pour créer la notoriété. On a du contenu pour créer du leads. Par exemple, lorsqu'on met un cahier des charges en téléchargement, on fera 10 likes, même pas, on fera très peu de commentaires et pourtant cette publication va permettre d'avoir quelqu'un qui est très ciblé. Et après on a des contenus qui sont un peu différents, des contenus événementiels où tout simplement on va pousser un webinaire, etc. Là on va essayer de rappeler en fait les personnes à y aller. Et tout cela, tous ces contenus se consolident les unes aux autres. Par exemple, lorsqu'on fait un webinaire, à chaque fois, nous on a un process qui est simple, c'est qu'on a le webinaire, on va annoncer le webinaire, après on va utiliser des contenus qui vont pousser ce contenu-là. Par exemple, on fait un webinaire sur l'omnicanal. Juste avant, on va par exemple faire une capture écran des slides. Moi, je vais faire un teaser vidéo à la TikTok qui sont des contenus événements, plutôt qualitatifs. Je vais après publier 1 ou 2 chiffres d'une étude. Donc, on fait 4-5 contenus qui vont pousser un contenu majeur. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment dire que tous les contenus se soutiennent les uns les autres. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la différence entre un lead et un MQL? Si on se baserait sur les séquences de marketing automation classiques, on se dirait, voilà, je lui donne des points. Et à ce moment-là, il va arriver à tel point.
Sauf qu'en fait, on voit clairement les limites de ce système-là. Pour moi, c'est un système qui n'est plus valable actuellement, pour deux raisons. La première, c'est que oui, on a des contenus où il y a une certaine note et on se dit tiens, ça c'est un contenu d'information, il vaut 7 points. On a un contenu classique qui vaut 10 points. On a un contenu qui est vraiment de la demande de doc. Là, tac, il arrive à 30 points, il arrive dans le CRM. Oui, AMQL, c'est quelqu'un qui a un besoin qui est plutôt chaud. Sauf que il faut maintenant aller au-delà de ça. Et parfois, en fait, selon le profil, même si la personne a téléchargé un contenu à faible valeur ajoutée, elle doit être appelée parce que c'est justement un profil A. Et donc, imaginons que quelqu'un a téléchargé un livre blanc mais qui est dans la cible et qui est responsable de relation client, responsable d'expérience client, et ben, dans une entreprise qui est intéressante pour nous, et ben, on doit quand même l'appeler. Donc même s'il n'a pas eu son nombre de points, même s'il n'a pas téléchargé le contenu spécifique, c'est un lead quand même qui est qualifié. Donc pour moi, il faut dépasser la notion de points et passer plutôt en profil. Et pareil, comme on le disait, il y a certaines personnes qu'on peut qualifier en disant tiens, ça c'est quelqu'un qui est intéressant, avec qui on a échangé sur un salon, etc. Et là, il peut être intéressant. Donc je dirais que le lead, pour répondre à la question, le lead en fait c'est un formulaire qu'on a rempli, c'est quelqu'un qui génère de l'intérêt auquel on récupère les coordonnées. Un marketing qualified leads, c'est quelqu'un qui a un potentiel intéressant. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on récupère des leads à travers un salon, à travers un webinaire, à travers un événement, à travers X choses, en fait, on a une liste de picking et après, on note en fait les gens avec le profil A, B, C, D. Et après, on fait un picking et on choisit ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons. Et c'est comme ça qu'on a nos marketing qualified leads. C'est vraiment une analyse one-to-one et c'est sur quoi on va arriver de plus en plus. On ne va pas fonctionner avec un simple système de notation, mais il faut véritablement profiler en one-to-one chaque client étant plus ou moins important. Voilà. Depuis combien de temps avez-vous mis en place Pledzi ? On est client Pledzi depuis 4 ans. En fait, on avait fait un benchmark du marché à l'époque et on cherchait une solution de marketing automation qui était adaptée au B2B. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y en avait pas énormément de simple, à la fois simple à utiliser et qui soit spécialisé dans le B2B et qui soit connecté à Salesforce. C'était vraiment et qui soit budgétairement intéressant. Donc il y avait vraiment ces 4 critères-là qui étaient importants. Un autre point qu'on a vraiment apprécié à l'époque, c'était aussi la partie accompagnement. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas les compétences en interne ou en interne, le fait d'avoir un accompagnement avec un Customer Success Manager a vraiment beaucoup, et je pense que c'est un des gros points forts de Pledzi. C'est pas forcément uniquement la solution, mais c'est l'accompagnement qui va avec pour la mise en place de l'outil, la méthodologie, les choix des contenus, etc., etc. Est-ce que vous avez remarqué un impact positif sur vos performances en utilisant le marketing automation ? Auparavant, ce qu'on utilisait beaucoup, c'était des simples newsletters assez classiques et des emailing dédiés. Et c'est vrai qu'on avait déjà un rythme de communication qui était assez important, mais c'est vrai que certaines fois, certaines personnes avaient tendance en fait à passer un petit peu à la trappe et surtout en fait des communications n'étaient pas verticalisées sur un métier ou sur un besoin particulier. Par exemple, chez Eloquent, donc on a plusieurs métiers, mais on a 2 grands métiers qui sont 1, le centre de contact, 2, qui sont dans le cadre de satisfaction. Et c'est vrai qu'en pouvant segmenter déjà sur ces contenus-là, sur ces personnes-là et ce besoin-là avec des contenus spécialisés, ça permet de segmenter les personnes et les faire avancer dans le cycle de vente. Donc ça, c'est important et c'est vrai que ça permet de faire nourrir un petit peu le process. Et c'est vrai qu'une fois comme ça qu'ils ont atteint le nombre maximum de points, ils tombent dans notre Salesforce et à ce moment-là, encore une fois, comme le principe que je le disais, on fait une sélection one-to-one parce qu'en fait, on est vraiment dans cet aspect de personnalisation qui est important. Et de manière globale, les leads qualifiés sont moins nombreux, donc il ne faut pas les laisser tomber. Et il y a véritablement une prime à la personne qui va réussir à appeler la personne dans les premières. Donc en fait, il faut donc avoir cette réactivité-là et en même temps, il faut maintenir régulièrement une relation. Et c'est vrai que le marketing automation sert à cela, c'est maintenir une relation régulière et ne pas se faire oublier. Mais je dirais, comme en introduction, il ne faut pas uniquement penser en termes d'email, il faut penser omnicanal. Et nous actuellement, c'est vrai que dans les profils A par exemple, il y a une obligation d'ajouter ces personnes-là sur LinkedIn parce que c'est un autre canal. Certaines personnes ne lisent plus les mails ou lisent pas les mails génériques, donc il faut vraiment utiliser les deux et penser omnicanal. Donc pour moi, c'est personnalisation et omnicanal qui sont vraiment la clé du marketing automation. Super, merci beaucoup. Avec grand plaisir.